Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité régionale 100% alsacienne. 60 minutes consacrées à l'actu de votre région avec un gros programme. Ce soir, on va parler du grand débat national lancé par le président Emmanuel Macron suite à la crise des Gilets jaunes. Dans l'Alsace, tout entière, ces réunions ont commencé à Strasbourg. Ça démarre ce vendredi. Chantal Cutajar, l'adjointe à la démocratie locale, viendra nous le présenter. Strasbourg, mon amour, c'est la Saint-Valentin à la sauce strasbourgeoise. Une dizaine de jours d'événements classiques, d'événements insolites à vivre en tête à travers la capitale alsacienne. Paul Meyer viendra nous faire le programme. On parlera également football et Racing Club de Strasbourg avec ce livre, supporter de père en fils et de mère en fille, une passion débordante et dévorante pour le Racing sur les routes de France. Grégory Walter, son auteur, supporter du Racing, viendra nous raconter cette drôle de passion. Et puis bien sûr, comme chaque mardi, l'actu de Tchap avec Tanguy Flores, avec notamment un lieu insolite du côté de Strasbourg, un barbier qui a ouvert un espace culturel dans le caveau de son magasin. Tout ça est à découvrir dans les 60 prochaines minutes. On commence bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT. Côte à côte mais pas main dans la main. La CGT, rejointe par des gilets jaunes, a manifesté aujourd'hui à Mulhouse et Strasbourg avec pour mot d'ordre défense du service et de l'emploi public, mais aussi augmentation du pouvoir d'achat. Nous vous proposerons ensuite un zoom sur le paradis des sources. Le cabaret de Soultzmat fête ses 10 ans. L'occasion de lever un coin de rideau sur les coulisses d'un spectacle. Et puis la fameuse œuvre déchiquetée de l'artiste Banksy, exposée pour la première fois depuis sa vente aux enchères. C'est au musée Bourda de Baden-Baden et c'est gratuit. Ils étaient environ 600 dans les rues de Mulhouse. Entre 1300 et 1500 à Strasbourg, la CGT a organisé une journée de manifestation aujourd'hui avec pour mot d'ordre la défense des services et de l'emploi public et le pouvoir d'achat. Mais dans le contexte de mobilisation du mouvement des Gilets jaunes depuis plusieurs mois, reste-t-il une place pour la contestation sociale des syndicats? Camille Roland et Adeline Piron. Des gilets rouges et jaunes côte à côte dans la rue. À l'appel de la CGT, entre 1300 et 1500 personnes ont convergé dans la matinée à Strasbourg. Entre la place de la République et le centre administratif, si la couleur diffère, les motifs de colère sont partagés entre les deux mouvements. On se positionne avec, tout simplement parce qu'on a un certain nombre de revendications qui sont les mêmes, les salaires, enfin tout ce qui regarde le pouvoir d'achat. Et de ce fait-là, on estime qu'on peut partager un certain nombre de moments ensemble. Et justement, cette journée et les samedis, on essaye de se rassembler, de retrouver ensemble une convergence pour un certain nombre de revendications. Et c'est un peu ça ce qu'on recherche, puisque derrière, le patronat et le gouvernement ne nous entendent pas. Et donc, plus on sera dans la rue, mieux ce sera, quoi. Dans le cortège, les revendications communes sont nombreuses. Partage des richesses, augmentation des salaires, hausse des pensions de retraite et justice fiscale. Moi je regarde avec sympathie ce que font les Gilets jaunes parce qu'ils disent tout haut finalement ce que la France du travail pense tout bas, à savoir on veut de la dignité et de la justice sociale. Mais je suis là avec les syndicats, mais je pense que le jaune, le rouge et tous ensemble, les blouses blanches, les robes noires, tous ceux qui sont en colère doivent converger pour créer un puissant mouvement de fond. On a des convictions, des points communs avec les Gilets jaunes. Je suis infirmière et voilà, tout ce qui est dit, c'est vrai qu'on a des salaires de misère pour les responsabilités qu'on a et pour les horaires de travail qu'on a. C'est toujours les mêmes qui s'enrichissent et c'est les mêmes qui galèrent. Donc c'est pour moi le premier grand point commun important. Si la convergence des luttes se fait sur certains points, les désaccords demeurent entre CGT et Gilets jaunes et ces derniers tiennent à marquer leurs différences avec leurs propres revendications, comme le référendum d'initiative citoyenne. Les Gilets jaunes est un mouvement citoyen qui est né de la rue. Nous, on n'est pas syndiqués, on est apolitique. Nous avons notre propre revendication. Donc la CGT nous a demandé de venir à côté, on veut bien, mais pas la main dans la main, parce que nous avons notre propre revendication. C'est un mouvement de Gilets jaunes qui prend de l'ampleur, la CGT l'a vu, que les Gilets jaunes au niveau national prennent de l'ampleur, donc ils nous ont demandé gentiment de venir et on est là.
Côte à côte, mais pas main dans la main, les deux mouvements espèrent se faire entendre davantage par le gouvernement. Une prochaine mobilisation est annoncée par la CGT pour la mi-mars. Au revoir les semaines de 4 jours et demi dans les écoles strasbourgeoises. Ce scénario défendu par la municipalité n'a pas tenu face au mécontentement de la plupart des parents et enseignants. Le maire Roland Ries a donc annoncé hier soir le retour aux 4 jours pour la rentrée prochaine. Plus d'explications avec Camille Roland. Les conseils d'école en ont décidé ainsi. L'immense majorité des écoles primaires et maternelles passeront la semaine de 4 jours pour la rentrée 2019, avec le mercredi en moins. Après des mois de consultation et des questionnaires, la proposition de la ville n'a été soutenue que par 11 des 108 écoles strasbourgeoises. Alors, pour apaiser la situation, la municipalité accepte ce nouveau scénario. La concertation que j'avais engagée sur de longs mois a abouti à un résultat différent puisque nous étions sur 5 demi-journées, 5 matins et 3 après-midi et une après-midi pour les activités périscolaires. Une petite majorité s'était dégagée dans cette direction-là, mais dans les conseils d'école, qui est un passage obligé, moi je n'avais qu'un avis à vrai dire, ça n'a pas eu du tout ce résultat-là. J'en prends acte. Je pense que c'était une bonne solution ce qu'on avait proposé dans l'intérêt des enfants, parce qu'on sait que la capacité d'attention de l'enfant est plus forte le matin que l'après-midi. Mais enfin, je suis un démocrate et j'accepte des opinions différentes lorsqu'elles sont majoritaires. Un scénario qui satisfait largement les enseignants, la plupart étant favorables à ce retour à 4 jours. Et il sera mis en place dès la prochaine rentrée. Nous passerons à la rentrée prochaine aux 4 jours, soit à raison de 6 heures d'enseignement par jour, soit à raison de 5h45 par jour, selon, en effet, encore une fois, les conseils d'école qui seront saisis à ce sujet. Mais le principe est en effet de repasser à 4 jours en accueillant tous les enfants dont les familles souhaitent qu'ils soient accueillis le mercredi matin et en proposant, et nous y travaillerons, un accompagnement au devoir le mercredi matin. Avec ce choix, les activités périscolaires proposées aux écoliers de Strasbourg, à raison d'1h30 par semaine, vont ainsi disparaître. Mais la municipalité souhaite garder une solution d'accueil dans les quartiers prioritaires de la ville. En passant aux 4 jours, l'État supprime son aide, qui est quand même de 1,2 million par an pour la ville de Strasbourg. Il nous paraîtrait bien dommage de les supprimer, toutes ces activités qui sont vraiment un réel bénéfice pour les enfants. Nous les maintiendrons donc dans les zones d'éducation prioritaire. Reste encore à choisir les horaires de fin de journée et le nombre de semaines de classe qui pourrait être de 36 ou 37 semaines. Les conseils d'école se réuniront à nouveau début mars pour se prononcer. L'image de ce tableau qui s'autodétruit en pleine vente aux enchères avait fait le tour du monde. L'œuvre du street artiste Banksy est désormais visible. C'est depuis ce matin à Baden-Baden, au musée Bourda, qui abrite une riche collection d'art moderne et contemporain. C'est la première fois que cette œuvre est exposée au grand public et c'est gratuit. Adeline Perron et Fanny Kunz. Ça y est, elle est accrochée pour 1 mois. Intacte. Enfin presque. La fameuse œuvre partiellement autodétruite de Banksy, Love is in the Bin, orne désormais les murs du musée Frida Burda de Baden-Baden. L'exposition de l'œuvre de Banksy a pour but de faire naître une réflexion critique autour du street art. Nous voulons réfléchir avec les visiteurs en nous questionnant sur la place du street art dans un musée. Quel sentiment et quel message peut-il nous transmettre ? Le tableau qui a failli passer à la déchiqueteuse lors de sa vente aux enchères le 5 octobre dernier a fait parler de lui dans le monde entier. C'est donc la première fois qu'il est visible par le grand public. La collectionneuse qui a fait son acquisition le prête aujourd'hui au musée allemand. Avec Banksy, nous allons faire venir un tout autre type de public, différent de celui qu'on a l'habitude de voir. Banksy a aussi une grande renommée auprès des jeunes. Nous attendons la venue de personnes qui n'ont peut-être jamais passé la porte d'un musée auparavant. En accord avec la philosophie de l'artiste, l'accès au tableau est gratuit. Pour éviter sa destruction totale, le mécanisme interne a été désactivé. Il ne reste plus qu'à passer le rein pour le découvrir.
loin de la capitale et son Moulin Rouge, à mi-chemin entre Colmar et Mulhouse. Un music-hall fait le bonheur et la fierté des Alsaciens depuis de nombreuses années. Il s'agit du Paradis des Sources à Soultzmatt. L'établissement fête cette année ses 10 ans d'existence, l'occasion de revenir sur l'histoire des lieux et de se plonger dans les coulisses d'une représentation. Marine Zis. Début de matinée au Paradis des Sources. Dans quelques heures, le show débutera. En cuisine, les repas sont en préparation. Au sous-sol, Jacqueline Descanvel, la costumière, s'active aussi. Et elle n'a pas une minute à perdre. Au départ, on était quand même 3 couturières, un styliste, un chapelier. Et aujourd'hui, je suis seule à tout faire. C'est la course à la montre tous les jours, puisqu'il faut faire 2 créations, car nous avons 2 music-halls, donc ici et Dijon. On a également en parallèle 1 à 2 troupes itinérantes pendant les périodes de Noël qu'il faut également habiller. Et en parallèle de tout ça, il y a l'entretien de ce qui tourne, donc lavage, repassage, réparation. Et ça, c'est 2 jours sûrs dans la semaine. Jacqueline Descanvel crée et entretient environ 120 costumes chaque année. Cela fait une sacrée dose d'imagination depuis la première revue du Paradis des Sources. Marie-Josée Belzung, la propriétaire des lieux, se souvient justement de cette première revue en décembre 2008. La première revue était vraiment très très belle. On l'a gardée, je crois, 2 ans. Elle était magnifique. 10 ans, c'est une grande joie. Parce que construire un music-hall dans le Haut-Rhin, c'était pas évident. Ça rentrait pas dans les cases. Je suis tout simplement fière de tout le parcours que nous avons réalisé tous ensemble dans ce Paradis des Sources, puisque c'était pas évident au départ. Hein. Tout le monde sait qu'on a eu des dépassements de budget lors de la construction. Mais on a trouvé des solutions et nous voilà donc à ces 10 ans d'existence. Une anecdote sur la construction des lieux lui revient d'ailleurs. Là, on est vraiment sous la scène, toute la superficie de la scène où il y a toutes les loges. Et là, vous voyez le tampon. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est une grande machine qui nous permet de monter et de descendre les artistes. Et en fait, lorsque nous avions construit, on avait pris la taille de ma grande voiture. C'était une 4x4. Voilà, donc on peut mettre sur ce tampon 1 tonne maximum. Et à quelques mètres du tampon, un artiste termine de se préparer. La séance de maquillage me fait du bien pour rentrer dans ce personnage et en même temps me contrôler mon trac. Lola from Paris est à la fois meneuse de revue et responsable artistique au Paradis des Sources depuis 3 ans. J'ai déjà travaillé dans d'autres endroits, dans d'autres cabarets. Je trouve qu'on est bien ici. On a une scène magnifique et on a la chance de pouvoir s'exprimer. J'ai la chance, à mon âge et ma spécificité, qui est donc ce personnage, de pouvoir être en scène et d'avoir, on va dire, une liberté d'expression. Il est midi. En cuisine, les assiettes sont dressées puis servies. Et pendant que les clients profitent de leur repas, en loge, les danseuses et danseurs s'échauffent, se maquillent et se coiffent. Le show débute à 14h et à 15 minutes du lever de rideau, l'heure est à la concentration et au dernier réglage. On enchaîne directement, pas de bateau, pas de décoration, pas de piscine. Les artistes et l'équipe technique sont prêts, le spectacle peut commencer. C'est parti pour près de 2 heures de chant, danse et comédie. Le Paradis des Sources fait rêver de nombreux visiteurs chaque année. En 2018, ils étaient plus de 40 000 à avoir assisté au spectacle. Je suis venue tout au début de la création du Paradis des Sources. Ils se sont bien améliorés au niveau des costumes, au niveau des artistes. Et je suis agréablement surprise aujourd'hui de voir le spectacle actuel par rapport à ce qui avait été donc, les tout débuts de la maison. On mange très bien et puis surtout le spectacle il est magique. Les clients repartiront en fin d'après-midi avec pour la plupart des étoiles plein les yeux. Juste le temps pour les artistes de se poser avant d'enchaîner avec la représentation suivante en début de soirée. Et puis quand Paris prend des airs d'Alsace, plus de 250 000 Alsaciens habiteraient la capitale et une poignée d'entre eux se sont réunis pour un Stammtisch, ouvert aussi bien évidemment aux non-alsaciens. Nora Borioa.
C'est un Stammtisch d'une nouvelle génération. Les fondamentaux sont là, un lieu convivial, des Alsaciens souriants, du vin, des bières et des tartes flambées. Mais il se fait au son d'un DJ. L'objectif, c'est de réunir les Alsaciens sur des événements plutôt festifs, avec pour objectif de promouvoir en fait toute la culture alsacienne au travers de sa gastronomie et de tout un tas de choses. Ce soir, on reçoit un groupe de musique qui est alsacien aussi, qui est composé d'Alsaciens. Après plus d'un an d'absence, l'association Stammtisch Paris a repris l'organisation de ces rendez-vous. L'objectif, se retrouver entre jeunes Alsaciens, souvent arrivés dans la capitale pour les études ou le travail. Je pense que l'Alsace, en soi, on est une identité très forte. Et en plus de ça, d'être dans un esprit d'entreprise où on commence à peine, on n'a pas forcément des personnes du même âge que nous. C'est un peu compliqué de se faire des connaissances, donc là, de pouvoir se retrouver et d'avoir des choses en commun, c'est plutôt sympa. Disons pour être là entre amis dans une ambiance alsacienne, et on ne trouve pas d'amer à Paris, on ne trouve pas forcément de bonnes tartes flambées, et puis c'est pouvoir se retrouver entre amis alsaciens, et puis des amis alsaciens qu'on ne va pas pouvoir trouver partout. Voilà. Exactement, c'est pour retrouver une bonne ambiance, des bons produits, puis voilà, pour faire la fête. L'association envisage maintenant l'organisation d'événements tous les trimestres et même des cours d'alsacien où tous sont bienvenus, même les non-alsaciens. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour, elle est signée Fanny Kunz. Descendre un volcan en VTT sur des notes de heavy metal, ça ne vous viendrait sans doute pas à l'esprit. Pour l'ancien champion du monde alsacien de VTT enduro, Jérôme Clemens, c'est chose faite. Comme à son habitude, il nous livre une vidéo de descente extrême, mais accompagnée cette fois par la chanson Stranded de ses amis du groupe français Gojira. On vous laisse profiter de ces quelques images sombres, mais à couper le souffle. Un peu de death metal pour clôturer un JT, c'est quand même pas tous les jours. Merci beaucoup Anna, on vous retrouve demain évidemment. On accueille les invités de la deuxième partie de cette émission. Tanguy Flores, l'actu de Tchap dans un instant, Chantal Cutajar, on va parler démocratie locale. Paul Meyer, Strasbourg, Mon Amour, 7e édition, ça démarre ce vendredi. Et Grégory Walter pour son livre de supporters du Racing. Tout ça est à suivre juste après la météo de Sada. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. Et en ce mercredi, eh bien, le mot d'ordre, c'est profitez bien du soleil. Il sera présent absolument partout en Alsace, sauf si vous êtes près de Saverne avec quelques petits brouillards, quelques petits nuages également si vous êtes à Bâle. Les valeurs dans la matinée, il fera moins 4 degrés si vous êtes à Bâle, moins 3 degrés à Mulhouse ou à Strasbourg, moins 2 degrés si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin ainsi qu'à Colmar. Vous passez la frontière allemande, il fera moins 1 degré à Kiel, moins 2 à Karlsruhe ainsi qu'à Fribourg. Votre après-midi, eh bien le soleil cette fois-ci sera généreux et absolument partout. Profitez-en bien, ça va changer dès demain. Et les valeurs dans l'après-midi, eh bien il fera entre 5 et 7 degrés. 7 degrés qui sera la maximale à Strasbourg, 6 degrés partout ailleurs sur le territoire alsacien ou encore à Kiel et Karlsruhe, et 5 degrés de Fribourg jusqu'à Preteln. Votre journée de jeudi, je vous l'annonçais, de la grisaille et surtout quelques averses. Et regardez, les températures remontent puisqu'il fera 10 degrés en moyenne si vous êtes en Alsace. En ce mercredi, nous célébrons les Gastons. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 7h51 pour nous dire au revoir à 17h34. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Le grand débat national a commencé un petit peu partout, en France et en Alsace, à Strasbourg notamment déjà avec à l'initiative de certains députés. Bonsoir Chantal Cutajar. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Strasbourg en charge de la démocratie locale. La ville de Strasbourg, elle organise aussi certains débats. Ça commence ce vendredi, en tout cas par un. Ça se passe d'ailleurs dans la salle du conseil, au siège de la ville. C'est un symbole ou c'est purement pratique? Non, c'est véritablement un symbole. Nous pensions qu'il était important que
la voix des Strasbourgeois, la conception de la démocratie, puisque le thème que nous avons choisi est la démocratie et la citoyenneté. Et c'était important pour nous que les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois puissent contribuer au débat national sur cette thématique. Tout le monde peut venir, bien évidemment, c'est ouvert à tous. C'est limité à 250 personnes parce que c'est la capacité de la salle. Il y a une capacité maximale de 250 personnes, mais tout le monde peut venir. Les élus, dont vous, le maire de Strasbourg, accueilleront les citoyens. Le but, c'est par contre, ne participer pas directement. C'est quoi pour pas... Alors c'est pas un jeu de questions-réponses, l'idée c'est d'accueillir mais de rester en retrait? Absolument, il était important que ce débat respecte les règles de neutralité, les règles d'indépendance. Il est normal que le maire de Strasbourg accueille les citoyennes et les citoyens dans l'hémicycle. Il est tout aussi normal que nous nous éclipsions et que nous participions en tant que simples citoyens à ce débat. Vous voulez des idées, vous voulez des propositions? On va repartir à la fin de soirée avec un carnet plein d'idées à remplir et à donner au préfet? Alors l'objectif est de partir d'un état des lieux partagé, parce que je crois que c'est important qu'on parvienne à un état des lieux partagé. Parce que vous avez déjà fait beaucoup de choses pour la démocratie locale à Strasbourg. Quelque part, vous pourriez reprendre les idées qui sont partagées depuis des années et puis les sortir comme ça, parce qu'on peut donner des idées déjà à Strasbourg depuis longtemps. C'est pas la première fois qu'on fait un débat autour de ça. Donc encore une fois, l'objectif est de permettre aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois de s'exprimer. On est sur des enjeux nationaux de démocratie à l'échelle de la France et pas de démocratie locale. Et donc l'objectif, à partir de cet état des lieux partagé sur la démocratie en France, et je crois qu'il y a pas mal à dire, eh bien, et d'une vision aussi, d'une vision quelle démocratie nous voulons pour la France collectivement, eh bien, de dégager effectivement des propositions qui seront versées au débat national et nous ferons en sorte que ces propositions soient entendues et présentées comme étant la contribution des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. Quand on travaille sur la démocratie locale comme vous au quotidien depuis plusieurs années, on a un lien vraiment très direct avec les citoyens. Là, c'est vrai que ça va remonter, passer par les préfets, remonter au niveau national. Il va forcément y avoir du temps. On n'aura pas de réponse évidemment directe à chaque interpellation, à chaque question, à chaque avis. Est-ce que c'est le bon échelon pour discuter? On a l'impression que là, il y a forcément un gouffre qui va se créer entre les citoyens et puis le moment où il y aura peut-être des réponses. J'ai la conviction que la démocratie à l'échelle nationale va se refonder à partir du local. Donc tout ce que nous avons pu faire depuis 2 ans, dans le cadre de cette démarche du sommet citoyen, c'est exactement, je crois, la démarche qui devrait être mise en œuvre à l'échelon national, mais la démocratie se refondera à partir du local. Si vous pouviez susurrer à l'oreille du président comment il faut répondre à ces attentes, il faudra répondre vite, comment on peut ne pas décevoir après tout ce qui va s'exprimer? Alors il est effectivement très important que cette parole des citoyens soit entendue. Il ne s'agit pas d'accepter tout ce qui va être proposé, mais il s'agit de comprendre d'abord les attentes profondes qui vont transparaître de l'ensemble de ces débats. Et puis il s'agira après de les concrétiser, parce que je crois que s'il ne le fait pas, ce sera une occasion ratée et ce sera extrêmement décevant pour l'ensemble des participants. On peut donner une idée peut-être? Démocratie locale, ça reste très large. C'est quoi l'idée qui pourrait ressortir, par exemple, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez envoyer à Paris? Non, moi je crois que justement pour occuper ce rôle de neutralité et de... Vous mouillez pas, on laisse faire les Strasbourgeois. Je pense que c'est pas le moment. Si vous m'invitez à un débat pour vous donner mon avis sur la démocratie en France, je le ferai vraiment avec beaucoup de plaisir. Mais je crois que la posture qui est la bonne et qui est la mienne ce soir, c'est de dire que nous allons favoriser le débat, mais moi-même ne pas prendre parti dans ce débat. Sinon, toutes les garanties que j'ai pu donner aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois d'avoir ce cadre neutre, ce cadre indépendant, seraient réduits à néant. Il y a un premier débat, donc c'est ce vendredi, salle des conseils à Strasbourg pour tout le monde. Il pourrait y en avoir d'autres s'il y a du monde, c'est ouvert, la suite est ouverte. Alors, effectivement, nous ne savons pas à combien de personnes participeront. Donc, je crois que c'est 250 max. C'est 275 pour être tout à fait exact. On a annoncé 250 personnes. Voilà, de toute façon, c'est l'espace maximum, je crois, pour pouvoir effectivement construire des vraies propositions. Mais c'est possible de renouveler l'expérience. Absolument, et nous avons prévu effectivement que s'il y avait d'autres personnes, un nombre supérieur de personnes, on organiserait évidemment un autre débat. Comme Mathieu l'a dit avant, il y en a d'autres. Par exemple, la veille, jeudi, à la fac de médecine, il y a le député à l'REM, Thierry Michels, qui fait un débat à la fac sur les services publics de santé
en local. Avec, là, faut s'inscrire sur Internet, c'est un C'est poil plus plusieurs compliqué. députés à travers la région. Voilà, plusieurs avec élus, les médecins de la plusieurs fac de communes, médecine, c'est effectivement, juste ont la veille initié pour ce débat. discuter de ce genre de choses. Vous n'avez pas peur que ça fasse un petit peu tout et n'importe quoi, la veille la médecine, là la démocratie, demain autre chose, etc. Et qu'on rentre dans quelque chose qui finalement risque un petit peu de s'évaporer parce que c'est pas structuré, qu'il n'y a pas de ligne au bout? Alors, justement, je voudrais en profiter pour dire la différence entre les débats qui sont organisés par les députés qu'on puisse En comprendre Marche aussi, ouais. par rapport au débat que la ville de Strasbourg organise. Le débat En Marche, c'est le député lui-même qui l'anime. Donc, sur l'impératif de neutralité, ça peut questionner. Donc, le débat qui est Ça reste en organisé... partenariat avec la fac de médecine, donc il y a quand même des médecins qui participent, etc. Oui, absolument. Mais je pense encore une fois que si on veut vraiment favoriser un débat, le politique doit rester en retrait. C'était d'ailleurs une des recommandations très importantes qui avait été formulée par Madame Joanneau avant qu'elle ne quitte le dispositif. En tout cas, à Strasbourg, vendredi soir, 18h30 pour celui-ci. Puis effectivement, il y en a plein d'autres dates à travers toute la région. Merci beaucoup, Chantal Guittajard, d'être venue nous présenter ce dispositif qu'on suivra évidemment avec grand soin. On va partir vers une actualité un petit peu plus souriante, on va dire, et plus légère en tout cas. Bonsoir Paul Meyer. Bonsoir. 7e édition de Strasbourg mon amour, c'est la Saint-Valentin à la sauce strasbourgeoise. C'est une formule qui a commencé à faire ses preuves. Ça démarre ce vendredi évidemment autour de la Saint-Valentin sur une dizaine de jours. L'idée c'est quoi? C'est comme depuis 7 ans de disséminer à travers la ville comme ça des événements sur ce thème de la Saint-Valentin. Absolument. Alors on a une proposition qu'on fait maintenant depuis effectivement 6 ans, c'est la 7e édition, aux Strasbourgeois, aux Alsaciens, et puis le but c'est aussi de faire venir des gens qui viennent de bien plus loin, grandes villes françaises, européennes, pour découvrir tout le côté romantique de notre belle capitale alsacienne. Par défaut, il n'y a pas vraiment de temps fort d'endroit central, même si la Place Kléber avec le Magic Mirror se centralise un petit peu. L'idée c'est quand même d'avoir beaucoup de petits entre guillemets événements un peu plus intimistes pour rester dans l'esprit. Notre volonté, c'est tête à tête. Pas de faire de grands machins. Vous savez, à Strasbourg, on veut éviter le tourisme de masse et on veut trouver comment mettre en valeur à la fois la qualité, la beauté de notre patrimoine urbain qui est absolument exceptionnel et le faire partager aux Strasbourgeois qui parfois le méconnaissent, aux Alsaciens, mais aussi à des visiteurs qui viennent de plus loin. Parce que le nouveau tourisme, et si on veut éviter des touristes de masse qui débarquent comme ça, les gens ils cherchent de l'authentique. Et l'authentique aujourd'hui, c'est Strasbourg mon amour, parce que les 6 dernières éditions, elles ont été massivement appropriées par les Alsaciens et par les Strasbourgeois, qui sont plus de 80 à 90% dans les participants. Et donc c'est une vérité finalement alsacienne et strasbourgeoise déjà avec cette 7e édition, puisque c'est attendu. Je pense que vos auditeurs eux-mêmes guettent un petit peu certains événements, certains aiment bien l'événement RFM. Il y a beaucoup de nouveautés en plus chaque année. Simplement, c'est vrai que c'est un événement qui avait été créé aussi pour dynamiser un petit peu une période forcément commercialement, touristiquement un petit peu creuse. Absolument. Le paradoxe, c'est que les Strasbourgeois s'en sont complètement emparés, c'est que ça marche. C'est important. Le pari effectivement d'attirer des gens du reste de la France, celui-là c'est un peu plus difficile. Ça veut dire quoi? Il faut interdire les Strasbourgeois des manifestations. Surtout pas, au contraire, justement, je le disais, je le répète. Tomber amoureux des Strasbourgeois, exactement, c'est aussi le but, mais vous avez venez épouser un Strasbourgeois. Si on a célibataire sur le plateau, c'est vraiment de lancer des appels, vous êtes juste dans la bonne période. Mais vous l'aurez bien compris, nous, le but, c'est d'abord que ce soit de l'authenticité. On veut faire partager l'authenticité strasbourgeoise à des visiteurs, non pas qui viennent chercher l'enterrement de vie de garçon ou de la fête comme à Amsterdam ou à Barcelone, mais des gens qui vont rester longtemps à Strasbourg, qui vont consommer local et qui vont vouloir découvrir l'authenticité des petits troquets, du petit hôtel, du commerce local et pas... ou de lieux historiques comme l'opéra par exemple, qu'on incroyable, va réinventer, exactement. Des brasseries, plein de choses. C'est ça. Comment vous sélectionnez ces endroits? Parce que vous dites Strasbourg est romantique. Il y a des endroits qui ne sont pas romantiques à Strasbourg. Écoutez, tout dépend. Vous savez, l'idée de Strasbourg mon amour, c'est que chacun puisse se l'approprier. Tel hôtel, tel restaurant, tel magasin, telle boutique. Ces restaurants, ces brasseries, ces cinémas qui font des événements, c'est eux ils qui nous font viennent des vers propositions. vous. Exactement, ils nous font des propositions, ils s'approprient l'opération Strasbourg mon amour. Au passage, ça marche si bien que plusieurs villes dans le sud aujourd'hui ont piqué le concept comme d'autres ont piqué l'opéra. Enfin, essayent de copier l'inimitable capitale de Noël de Strasbourg. Certains essayent de reproduire l'événement parce qu'on sent bien que ça marche. Nous, on n'essaye pas d'aller. On essaye de faire en sorte que chacun se l'approprie et
nous fasse une proposition, parce qu'on n'oserait pas, pensez-vous que comme adjoint au maire, j'aurais osé vous faire la proposition de chambres d'hôtel dans lesquelles des autographes sont là pour faire des photos osées avec votre ciné. Vous voyez, ce genre de choses, eh bien, c'est le foisonnement exactement des propositions et la mise en mouvement un peu de tous les talents, de tous les savoir-faire de la ville de Strasbourg. Encore une fois, pour le partager avec les Strasbourgeois et les Alsaciens d'abord, et faire venir des visiteurs. Juste un mot sur les visiteurs qui nous rejoignent. Très vite. On a quantifié, on a vu qu'on avait au mois de février 40% d'augmentation en 5 ans, de la taxe de séjour. Donc en plus, c'est qu'on fait venir de plus en plus de visiteurs qui payent la taxe de séjour du coup pendant cette période. Mais au-delà, on a vu une recrudescence du nombre de bébés, je sais pas. 9 mois après, il y a un peu de natalité dans les il faudra qu'on s'adresse aux maternités et ailleurs. On va regarder. On n'a pas encore ces chiffres-là, mais pardonnez-moi, mais l'idée c'est aussi que tout au long de l'année, on profite de cet événement pour envoyer partout en France l'idée que Strasbourg est aussi une ville romantique. Voilà, parce qu'on a cet aspect-là, et quand on parle de Strasbourg mon amour au mois de février, mais ça rappelle aux gens qui vont choisir leur destination en mars, avril, mai, juin, etc., toute l'année, qu'on a aussi cette corde à notre arc qui est ce romantisme à nul autre pareil. Certains nous appellent la Venise du Nord. Je crois que nous en sommes pas loin. C'est pas compliqué juste de 10 secondes de sortir justement de Strasbourg, capitale de Noël. De sortir pas du tout, justement, notre volonté. Strasbourg, c'est Noël. Eh bien, justement. C'est passé Noël, Tanguy Flores. Strasbourg, c'est beaucoup de choses et on a envie de cette diversité-là. On ne veut pas, d'ailleurs, être réduit à une seule chose. Et encore une fois, Tanguy hiberne pendant les 11 mois de Noël. Il attend que Noël. Je reçois au mois de février tout au long de l'année. Voilà. Merci beaucoup, Paul Meyer. Merci à vous, mon amour, toujours de ce vendredi 8 jusqu'au 17, une dizaine de jours d'événements autour de la Saint-Valentin. Tout le programme, évidemment, sur le site dédié. Merci beaucoup à tous. On va parler football dans un instant. On va parler chap dans un autre moment. Juste après la pub, à tout de suite. On parlait de Strasbourg, mon amour, il y a un instant. Lui, c'est Racing Club de Strasbourg, mon amour. Bonsoir, Grégory Walter. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, votre deuxième. Le premier s'appelait 9 fois le tour de la Terre pour mon club. Votre club, le Racing Club de Strasbourg, 9 fois le tour de la Terre parce que vous avez fait à l'époque 360 000 km pour suivre votre équipe. C'était le kilométrage à travers la France pour les matchs à l'extérieur domicile. Le compteur tourne toujours, vous en êtes où ? Un peu plus de 420 000 km. C'est les 2 années supplémentaires qui séparent de ce deuxième livre. Alors celui-là, c'est le genre de passion dévorante. On se calme parfois quand on se marie. Vous, ça n'a rien changé puisque votre épouse est passionnée aussi. On se calme parfois quand on a des enfants. Vous, ça n'a rien changé non plus. Vous avez 2 enfants. C'est la passion, cette passion, on va dire familiale désormais que vous vivez en famille, que vous racontez dans ce livre. Tout à fait. Le premier livre était en fait un recueil de souvenirs de 15 ans de déplacement et uniquement en déplacement. Celui-là est un peu plus vaste puisqu'il parle effectivement aussi bien de la vie associative que de ma vie familiale dans tout ça, que des implications professionnelles et en fait lançant la passion sous tous ses angles en fait. Et vous faites tous les déplacements du Racing, comme dit, en famille, avec femmes et enfants du coup. Alors tout y passe, le train, l'avion, le bus, le métro, le tram. Vous avez à peu près tout expérimenté. Tout à fait. C'est relativement sportif dans certains cas. C'était plus simple quand on est tout seul. On s'en rend compte après. C'est ça. Parce que là, du coup, alors les péripéties, c'est donc alors, en ce moment, parce qu'ils sont en bas âge, les enfants, c'est 2 poussettes qu'il faut emmener dans les stades. C'est parfois un peu sportif. C'est ça. Quand on enchaîne 2 trains avec un changement de gare à Paris et puis qu'on arrive et qu'il faut négocier l'accès au stade, les journées sont des fois un peu usantes nerveusement, effectivement. Le paradoxe que vous racontez, c'est que c'est souvent au stade que c'est le plus compliqué. C'est là où tout devrait se passer. C'est le moment, c'est ce pour quoi on s'est déplacé. Et c'est souvent dans les stades, paradoxalement, que c'est compliqué de rentrer parce que les poussettes sont pas admises, parce qu'on fait payer les enfants, parce que même s'ils sont en bas âge, parce qu'il fait froid. Effectivement, ça fait 20 ans en France qu'on empile des lois pour permettre aux familles d'aller au stade. Et quand on se présente en famille avec des enfants, on nous explique qu'on n'est pas dans les standards et qu'on n'a rien à faire là. Ça questionne quelque peu. Il faut rester voir les matchs à domicile en fait. C'est ça, mais bon, grâce aux dirigeants du club qui nous connaissent et soutiennent nos démarches, on finit toujours par rentrer. Au boulot, comment ça se passe quand on en retient d'embauche? On donne son salaire et on dit je vais être libre les jours de match? Non, j'ai la chance de travailler dans l'entreprise familiale, donc d'avoir une relative indépendance dans mon emploi du temps. Beaucoup de mes collaborateurs sont revenus au Racing. Des jours de congé, les jours Racing. Donc, non, c'est pas qu'on s'octroie des jours de congé, c'est qu'il y a 7 jours dans la semaine et qu'on travaille les jours où il n'y a pas match. Et s'il faut travailler le dimanche pour rattraper ce que j'ai pas fait le vendredi, je travaille le dimanche. Et puis bon, voilà, tout est tourné. Le calendrier, l'emploi du temps est tourné autour des matchs et le reste s'agence autour en fait. Ça, c'est important. Le calendrier est tourné autour des matchs et pas l'inverse. Même dans la vie de famille. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je dis toujours la vie est une question de priorité, mais je mets. Donc la priorité, c'est le Racing. Voilà, priorité au singulier. Le baptême du petit dernier quelque part à la Réunion, niette.
La vie de famille, on la maîtrise vu qu'on partage tous la passion. Après, effectivement, sur l'entourage un peu moins direct, c'est parfois plus compliqué. Mais bon, au bout de 15 ans à vivre comme ça, on va dire que la sélection naturelle a fait son tri. Et dans mon entourage, il n'y a plus que des passionnés du Racing qui savent qu'on vit comme ça et qui l'ont accepté avec les années. Ça demande une organisation sans faille. Là, le mois de janvier, il y a eu beaucoup de déplacements, par exemple, c'est-à-dire beaucoup de déplacements en famille. Il y a eu notamment 2 matchs de Racing qui ont été reportés. L'un à Grenoble, vous l'apprenez au moment du coup d'envoi, l'autre, vous étiez sur la route. Ça, c'est les impondérables, c'est les joies des déplacements. C'était arrivé 3 fois sur les pas loin de 400 premiers déplacements. Là, ça arrive 2 fois coup sur coup dans la période la plus chargée en 15 ans de déplacement. Donc c'est vrai que ce début d'année est particulièrement intense. On s'ennuie pas, on s'ennuie jamais avec le Racing. Comment on vit cette période la plus faste de l'histoire du club, quasiment depuis une quarantaine d'années ? C'est exceptionnel, hein. On est passé par le fond en fait, purement et simplement, la quasi-disparition, la mort du club, on a mangé notre pain noir et aujourd'hui c'est vrai que cette période pour les gens qui sont restés fidèles toutes ces années, elle est proprement exceptionnelle, quoi. Parmi les obstacles que vous rencontrez, il y a parfois des interdictions de déplacement, il y a parfois des arrêtés préfectoraux qui tombent et qui interdisent aux supporters d'un club de se déplacer, c'est de plus en plus courant en Ligue 1. Vous assumez complètement, vous l'écrivez noir sur blanc, vous assumez de ne pas respecter ces engagements qui vous semblent liberticides. Tout à fait. Bon, alors, je crois que c'est arrivé 2 fois sur tout l'historique, donc c'est pas non plus. Je ne passe pas ma vie à braver les lois avec les enfants. Mais dans le reste de la France, c'est assez commun, quoi. Voilà, mais c'est une question de conviction. C'est une des raisons d'être de ce livre. C'est que moi, au-delà d'être supporter, je me définis comme un supporter militant et je profite de mon vécu, de mes expériences pour dénoncer beaucoup de situations que je trouve anormales, aussi bien d'un point de vue législatif que d'un point de vue dérive business du foot. C'est pas une passion égoïste que vous vivez, entre guillemets, même si elle est familiale en l'occurrence, vous êtes responsable d'une association de supporters du Racing, vous êtes un des interlocuteurs du club sur tous les projets de rénovation du stade. Il y a ce côté effectivement militant, les supporters doivent avoir une place dans la vie d'un club aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de démocratie locale, de participation, moi je ne vois pas pourquoi le football devrait se concentrer aux mains de quelques puissants et échapper aux gens en fait tout simplement. Donc oui, clairement les associations de supporters ont ce rôle militant, ce rôle de contre-pouvoir au sein du club quand les choses se passent mal, ce rôle de contre-pouvoir auprès des instances, qu'elles soient tout simplement pour les lois ou tout simplement les règlements. Et aujourd'hui, effectivement, de plus en plus, le mouvement supporter se structure en France et essaye d'avoir un rôle de lobbying, rencontre des députés, rencontre des élus pour faire passer un message. Et on peut faire un parallèle intéressant avec l'actualité. Depuis quelques semaines, l'interdiction de manifester défraye la chronique. La France se réveille un beau matin avec ce scandale aux yeux de beaucoup. Dans les stades, ça existe depuis 11 ans. Les supporters ont pendant 11 ans essayé d'alerter sur le fait qu'on servait de laboratoire répressif. Personne ne s'en y s'est intéressé, que ce soit les politiques, que ce soit les organisations, les associations. Tout le monde a ignoré le problème. Parce qu'il y a des interdictions administratives de stade qui, sans condamnation, sans jugement, permettent à une autorité d'interdire de stade. Et le gouvernement aujourd'hui ne se cache pas de reproduire le modèle pour les manifestations. Et ça interpelle un peu sur notre statut de citoyen, puisque une mesure qui fait scandale aujourd'hui pour manifester n'a dérangé personne pendant 11 ans concernant les supporters. Vous savez ce que vous ferez vendredi ? Voilà, vous avez l'occasion d'aller en parler. Il y a cet aspect-là est très présent dans le livre, mais il y a aussi évidemment tous les côtés, toutes les anecdotes de la vie de supporter du Racing, de mère en fille, de père en fils. Nous avons le Racing dans le cœur, Grégory Walter et sa famille. Donc merci beaucoup d'être venu nous présenter ce livre. Et bonne continuation parce qu'il y a encore plein de déplacements et une chouette fin de saison côté Racing. La suite, Tanguy Flores pour Chap, très vite. Allez, une définition pour toi, Mathieu, c'est quoi être galant ? Être galant, mais c'est moi. Je suis galant. Je suis la définition de galant. Alain Delon dirait. L'autre définition de galant, tu la connais ? L'étymologie, tout ça ? Prendre soin de soi. Absolument. Je vous présente la Maison Galant à Strasbourg, c'est près de la cathédrale, rue du Vieil Hôpital, et je vous présente Mehdi Atlas, 36 ans, qui vient d'ouvrir un salon de coiffure, barbier, caveau culturel. Il a tout mélangé, il a retapé en caveau avec des poutres, des pierres de taille, c'est absolument magnifique, il est ouvert depuis quelques semaines. Ce week-end, il y a une conférence sur l'Égypte ancienne avec plus de 100 personnes quand même dans son caveau pour parler Égypte ancienne, alors que lui, il va couper les tifs et faire la barbe, c'est complètement fou. C'est à côté de la cathédrale et justement, ça s'appelle Maison Galant parce qu'il veut que les hommes prennent soin d'eux. Et l'autre définition de galant, c'est justement un homme qui prend soin de lui et qui a du succès et qui plaît aux femmes parce que justement, il est bien sur lui. Et il mise tout là-dessus. Regardez, je l'ai rencontré, je ne sais pas si vous connaissez Maison Galant, ça va voir il y a quelques semaines. Je viens de découvrir. Eh bien voilà, c'est à côté de la cathédrale. Absolument. Je vous présente Mehdi Atlas, 36 ans. Je coupais les cheveux de mon oncle dans une baignoire.
Donc je me suis un peu perfectionné avec une tondeuse que tu achètes dans un centre commercial au champ à 30 balles. Donc on se coupait les cheveux entre potes, en famille. C'est un premier pas dans l'entrepreneuriat et dans ce que j'aime faire. Le matin, quand je viens au boulot, je viens avec le sourire. Le mot galanterie, à une certaine époque, en fait, c'était l'homme qui prenait soin de lui, qui était sûr de lui, qui avait confiance en lui. Donc ils se font raser, ils se font tailler la barbe, ils se font coiffer. On utilise des produits naturels, 100% bio. Les hommes maintenant ils vont chez l'esthéticienne, ils se font épiler, ils se font épiler les sourcils, ils font des soins du visage, ils font des manucures, ils font des pédicures. Donc nous on va essayer de proposer ça chez Maison Galant. Faut pas se voiler la face, hein, on est devenu métrosexuel, donc c'est pas nouveau, c'est juste que les gens en fait avant ils se cachaient. C'est un lieu atypique. Donc on crée de l'événement, c'est un lieu qui peut accueillir des stand-uppers, des expositions d'artistes, des conférences. Se dire qu'il y a une salle de spectacle ou une salle d'exposition sous un barbier, c'est assez surprenant, surtout à côté de la cathédrale. Alors je vends des pulls de l'agence de pub My Klein is Rich, qui ont fait une ligne de vêtements qui s'appelle Salaud de patron. Après, il faut l'assumer quand on le porte. Moi, je le porte, je l'assume parce que je suis tout seul. Le jour où j'ai un employé, ça va être un peu plus compliqué. Le pull Salaud de patron, ça coûte 100 balles quand même. Mais c'est fabriqué en Europe. Et c'est dessiné et imaginé par une agence à Strasbourg. C'est strasbourgeois. Voilà. C'est strasbourgeois. Et le fauteuil de barbier, 70 ans. Il l'a récupéré quelque part, je ne sais pas où, 70 ans, lustré comme une super bagnole. Ça vaut le coup, allez-y. Un instrument de collection. Absolument. Votre côté militant, Tanguy, vous étiez à la marche pour le climat. Ouais, c'était la semaine dernière, la 4e. Et puis écoutez, c'est tout simple, on va pas parler de démocratie locale, avoir des échanges d'idées. Je suis allé à la manif et j'ai demandé des idées pour améliorer les choses, point de vue, planète. Regardez, les Strasbourgeois ont besoin de se mobiliser aussi sur cette question-là. Favoriser tout ce qui est énergie verte, revoir en fait tout notre modèle d'exploitation, revoir notre manière de circuler, favoriser des trucs basiques. On connaît déjà des solutions, il y en a déjà qui sont mises en place. Il y a déjà énormément d'idées. Il faudrait juste un peu de courage politique pour pouvoir les mettre en place. Les cantines bio, les crèches bio, plus de moyens pour tout ce qui est dans le travail humain. Qu'on a besoin de la planète et de ses ressources pour vivre et qu'à cette heure-ci, on est en train de tout détruire petit à petit et que si on continue comme ça, on n'aura pas de futur. Moi, je serais pour pour la mise en place d'un service écologique obligatoire. C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà presque trop tard, la planète est déjà blessée. Et ce qu'on doit faire, c'est de la soigner maintenant. C'est déjà cuit, mais quand quelqu'un est blessé, on peut toujours le soigner, quand même. Ah, donc une idée pour soigner la planète, une. Déjà prendre le vélo. Ouais, c'est ce que je fais tous les jours. On a déjà perdu 2/3 des espèces vivantes, les prochains c'est nous. Donc il n'y a pas le choix, il faut se bouger. Moins de voitures, plus de vélos, penser aux autres, partager. Et il faut être optimiste. Optimiste, vous l'êtes encore? Ouais. Sinon je serais pas là. Mais il paraît que c'est déjà cuit. Si on était pessimiste, on serait à la maison en train de se dire bon ben voilà, on va consommer les dernières ressources et puis on va mourir tous en tas quoi. Mais comme on est là, on se bat, c'est qu'on est encore optimiste. Tanguy Flores a consommé mes dernières secondes d'émission, mais c'est pas grave, vous revenez mardi prochain quand même. Salut, à la semaine prochaine. Grégory Walter, de père en fils, de mère en fille, nous avons le Racing dans le cœur. Où est-ce qu'on trouve ce livre? Commandable sur ma page Facebook, 9 fois le tour de la Terre pour mon club. Vous actualiserez pour quoi? Ça fait 11 tours maintenant, 12 tours de la Terre? Ouais, 10 et demi là à peu près. Allez, on arrondira prochainement. Paul Meyer, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. Strasbourg Mon Amour de ce vendredi 8 décembre, le coup d'envoi, et pour une dizaine de jours évidemment autour de la Saint-Valentin. Merci beaucoup Chantal Cutajar. On vous retrouve, vous et les autres élus strasbourgeois, en retrait. Promis, vendredi soir, salle des conseils à la mairie de Strasbourg, enfin au centre administratif, plutôt place de l'Étoile, et puis évidemment tous les débats à travers toute la région. Il y a des choses près de chez vous, et allez-y, on vous donne la parole, c'est le moment, c'est l'instant. Merci beaucoup à tous. Merci. On part du côté du Champ du Feu. La fête de la neige, c'était ce week-end. Adrien Labi y était. Regardez. À ski, en luge ou en snowboard, tous les moyens étaient bons pour profiter de la poudreuse. Dimanche dernier, le Champ du Feu accueillait sa 12e fête de la neige. Malgré des températures relativement basses, la station n'a pas désempli de la journée. Cette année encore, ce sont les pistes de luge qui auront rencontré le suffrage des plus jeunes.
Depuis ce matin, j'arrête pas de faire de la luge. J'ai trop aimé, comme ça passe trop bien ici, il y a de la neige. Après, il fait pas vraiment beau, mais ça va, on s'amuse bien. Ben, on a fait de la luge sur le genou, sur le dos, on a même essayé de faire du surf. Si vous pensiez que les bouées étaient réservées aux chaudes journées d'été et au bord de mer, c'est que vous n'êtes probablement jamais monté jusqu'au champ du feu. Dans la neige, une bouée c'est rebondissant, incontrôlable et très rigolo. Nous découvrons aujourd'hui la bouée. C'est très très amusant. Les enfants s'amusent bien et la maman aussi. C'était bien, c'était trop bien et j'aime bien quand ça va vite. Sur le domaine alpin, attention, la descente c'est du sérieux. Une centaine de jeunes skieurs s'affrontent au travers de 2 compétitions, une première pour la fête de la neige. Au niveau du ski alpin, on a une micro-coupe U8, U10, donc qui regroupe tous les skieurs des clubs du Grand Est. Aujourd'hui au Champ du Feu, donc c'est les jeunes qui sont en catégorie U8, U10. On a en plus les dimanches de la glisse qui sont eux organisés tous les dimanches au Champ du Feu pour permettre aux jeunes des clubs du coin de s'exprimer dans un cadre sympa et voilà, en faisant un petit challenge. Le Champ du Feu, ce n'est pas qu'un domaine alpin ni des pistes de luge, c'est aussi un vaste espace dédié aux activités nordiques. En tout, ce sont une quinzaine de pistes de ski de fond qui parcourent le secteur et ravissent les skieurs les plus exigeants. Depuis peu, le biathlon a fait son apparition sur le domaine. Pour la fête de la neige, Molsheim Ski Nordique propose une initiation ouverte à tous. Le biathlon, c'est du ski de fond avec du tir à la carabine. Donc au début, quand on est plus petit, on commence avec la carabine à air comprimé, donc à 10 mètres. Et en 4e, on commence avec du 50 mètres avec une carabine 22 long rifle. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'aller vite à ski de fond et d'avoir le pouls qui est haut et d'après de tirer, donc devoir calmer son pouls pour tirer. Pour l'atelier découverte, les carabines sont bien sûr des modèles d'entraînement. Un laser remplace les projectiles, de quoi se prendre pour Martin Fourcade en toute sécurité. Je vois souvent à la télé avec l'équipe de France, on suit de temps en temps, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. C'est plutôt sympathique, ludique pour les enfants je pense. Donc voilà, puis ça peut devenir peut-être, les enfants ont peut-être envie après de tester, et voilà, pour continuer, pour compléter l'équipe de France, parce que leur niveau est quand même pas mal. Donc voilà. Comme si les gamelles en ski ou en luge ne suffisaient plus, de drôles d'engins ont fait leur apparition sur les pistes. Ici un snow scoot et là un fat bike. Faire du vélo sur la neige, une drôle d'idée? Pas tant que ça en fait, on vous dit tout. Alors comment on peut rouler sur la neige avec des vélos? Eh bien tout simplement parce qu'on a des gros pneus qui sont là. Mais voilà, ouais, c'est ça, les gros pneus qui sont là, c'est des vélos avec des pneus qui sont très très larges par rapport à un vélo classique. Mais surtout, quand on voit, ils sont dégonflés, on a moins d'un bar sur ces pneus, ce qui permet vraiment d'avoir cette accroche et d'avoir la propulsion dans la neige. Alors en dehors de la fête de la neige, on est en train de voir, pour essayer de le développer encore plus, cette fat bike, avec le conseil départemental, pour voir les lieux, les endroits qui seraient intéressants pour pouvoir créer des pistes dédiées aux fat bike. Créée pour redynamiser la station, la fête de la neige a rempli ses objectifs. Si la foule était au rendez-vous dimanche dernier, chaque week-end de beau temps voit les Strasbourgeois arriver en masse par les navettes des neiges. Au conseil départemental, on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Poursuivre le développement de la station reste l'objectif pour les prochaines années. C'est toute la réflexion qu'on a engagée maintenant qui est en cours, tout ce qui se passe autour du domaine nordique. Le renouveau que le département appelle de ses voeux sur l'activité biathlon, la diversification des activités parce que le public ne vient pas que pour le ski de fond, le ski alpin. Les gens recherchent ce que vous avez vu tout à l'heure avec le fat bike, les traîneaux à chiens, toutes ces activités-là qui sont la raquette aussi qui est importante. Donc voilà, donc pour nous c'est important qu'à l'avenir il y ait un domaine nordique qui permette à chacun de trouver, d'exercer son activité en toute tranquillité. À plus court terme, ce sont les vacances d'hiver qui vont commencer. La neige est présente sur le massif et la saison s'annonce plutôt bien. On a la chance d'avoir un très bel enneigement pour le moment. Donc on va dire elle part sous de bons auspices. Je pense qu'il y aura des vacances de février qui vont être
enneigé, donc ce sera un succès. Et voilà, après, on est toujours dépendant de la météo, hein. Si l'envie de vous rouler dans la neige vous prend et que les Alpes vous semblent lointaines, dès samedi, pour toute la durée des vacances scolaires, les navettes des neiges circuleront tous les jours.